Bienvenue, je suis Romain Crouzet, le directeur des programmes de l'association Climate Change. Je vous remercie tous pour votre présence, les participants, les panélistes, notre modératrice Juliette Noël ainsi que nos interprètes. Court rappel technique, l'interprétation anglais-français est disponible en bas à droite de votre écran en cliquant sur le globe. Vous pouvez également vous présenter et envoyer vos questions via le chat. Nous tenterons d'y répondre en fin de session. Je vous rappelle que cette session est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible en replay sur notre site. L'Observatoire Climate Change publie donc aujourd'hui l'édition 2020 de son bilan mondial de l'action climat par secteur. Le bilan 2020, ce sont 250 pages traduites en français et en anglais, donnant un panorama des actions climat mises en œuvre sur les 6 continents, dans différents secteurs d'émissions. Et il se base sur plus de 500 sources et offre ainsi une lecture quantitative et qualitative de l'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Merci en tout cas d'être venus nombreux pour cette session d'ouverture des débats Climate Change qui sont organisés tout au long de cette semaine. Cette semaine, nous échangerons donc autour des tendances analysées dans ce bilan et suivrons le fil rouge. Le Covid a-t-il grippé ou accéléré les stratégies climat? N'hésitez pas à donc consulter notre site pour connaître les dates et les heures des prochaines tables rondes sectorielles que nous organisons à partir de demain. Pour rappel, le 8 décembre à 14h30, nous ferons aussi une conférence de presse destinée à la presse internationale. Je laisse maintenant la parole à notre président, au président de l'association Climate Change, Ronan Dantec, afin qu'il vous présente plus en détail notre travail ainsi que le travail de notre observatoire. Merci à tous. Merci Romain. Climate Change, c'est donc dans la galaxie de toutes les ONG, de toutes les structures qui se mobilisent sur le front du climat, la seule structure mondiale qui se donne comme objectif de fédérer les acteurs non étatiques dans toute leur diversité, collectivités, ONG, entreprises, associations de femmes, de paysans, de chercheurs, de jeunes. Les actions que nous menons sont nombreuses. D'abord, c'est le socle de notre action, la mise en réseau des acteurs à travers l'organisation de Consommer. Certains d'entre vous étaient à Lyon, à Nantes ou à Agadir. La mise en réseau pour échanger les bonnes pratiques, les informations pour développer des plaidoyers communs. C'est notamment le cas en Afrique où nous organisons depuis plusieurs années le principal événement non étatique africain, ce que certains appellent la pré-COP africaine du climat. Évidemment, cette année, elle n'a pas pu avoir lieu physiquement, on devait être au Rwanda. Néanmoins, les webinaires organisés et animés notamment par Romain Crouzet ont été très suivis et nous continuons dans ce domaine avec notamment aussi l'adoption de la feuille de route mobilité en Côte d'Ivoire qui va servir de base pour l'élaboration de la contribution déterminée dans ce secteur, des actions de mise en réseau, de rassemblement de tous les acteurs non étatiques vraiment nécessaires à la dynamique et ce sont des feuilles de route que nous allons continuer à développer dans d'autres pays. Ensuite, deuxième axe de notre action, des actions de plaidoyer. Nous avons notamment cette année, au moment du débat du sommet européen sur le plan de relance européen, développé un plaidoyer très important sur des priorités d'action justement nourries des réflexions de notre observatoire, plaidoyer supporté par des personnalités diverses, représentatives du monde du climat. Il y a aussi sur notre site, certains d'entre vous, ils vont régulièrement un portail de l'action très complet, des centaines d'actions concrètes qui sont présentées, un agenda de l'action climat, une bibliothèque du climat. Et puis donc, il y a cet observatoire Climate Change. L'observatoire Climate Change, c'est quelque chose d'assez particulier et peut-être avec un peu de prétention, je dirais que c'est certainement aujourd'hui le rapport annuel le plus complet qui dresse le panorama le plus complet des actions réellement réalisées par les acteurs, que ce soit les entreprises, les collectivités, en croisant évidemment ces actions avec le cadre dans lequel
elles se déroulent, donc les grandes politiques publiques et les résultats quantitatifs. Ainsi, nous présentons chaque année plusieurs centaines de pages, probablement le panorama le plus complet à l'échelle mondiale de tout ce qui se fait, et aussi, et nous y tenons beaucoup, le seul document, et c'est le cas de toutes les actions que nous développons, y compris aujourd'hui où c'est traduit, des actions toujours traduites en français et en anglais. Donc, ce rapport annuel de l'action climatique, je pense que maintenant, c'est sa 3e édition, il commence à faire autorité. Les autres années, nous présentions tous les rapports en même temps, rapport finance, rapport collectivité, rapport sectoriel et rapport adaptation. C'était très, très dur à digérer en un temps aussi court. Donc, cette année, nous avons déjà, il y a quelques semaines, et il a été beaucoup relayé dans la presse, sorti notre cahier finance. Aujourd'hui, ce sont les cahiers sectoriels avec de nouveau des secteurs différents d'analyser, notamment cette année le textile et l'acier. Et nous sortirons dans les prochaines semaines, comme tous les ans, un rapport d'analyse de l'action spécifique des territoires et sur l'adaptation. Donc, c'est un travail assez important qui aujourd'hui, je pense, est compris et attendu par un certain nombre d'entre vous. Je remercie les centaines de personnes qui se sont inscrites pour cette présentation cet après-midi. Je voulais, en conclusion de cette introduction, remercier tous nos partenaires, parce qu'évidemment, même si nous restons une structure modeste, il faut évidemment financer ce travail. Donc d'abord les ministères français de la transition écologique et solidaire et des affaires étrangères, mais aussi bien sûr l'ADEME, qui est un partenaire très important, et l'Agence française de développement, plus toutes les fondations d'entreprises, celles de Schneider Electric, celles de Michelin, celles de la SNCF et nos autres partenaires privés comme BNP Paribas, Valorem et aussi le groupe Caisse des dépôts. Sans leur aide, sans leur mécénat, bien évidemment, nous ne serions pas en situation de sortir ce rapport. Et puis, je voulais aussi évidemment remercier toute l'équipe de l'Observatoire. C'est un travail énorme autour d'Amaury Parel, qui est le coordinateur du projet avec Antoine Gillot. Je pense qu'à eux deux, ils sortent certainement à des rapports mondiaux les plus fournis en équivalent temps plein par page produite, mais c'est toute une équipe avec aussi Tania Martha Thomas, Samuel Laval, Ghislain Favé et Aude Valade qui ont écrit certains des chapitres. Je voulais vraiment les remercier parce que c'est un investissement très important. Il y a les rapports sectoriels, il y a les rapports plus précis, notamment certains secteurs que nous étudions par pays durant l'année ou certains territoires. Donc, c'est vraiment un très, très gros travail. Donc, avant de rentrer dans le détail de ce rapport, nous sommes très, très heureux d'ouvrir cette conférence par quelques mots de Laurence Tubiana. Laurence Tubiana, on ne la présente plus, c'était l'ambassadrice française de la COP21. C'est elle, avec Laurent Fabius, qui ont permis cet accord essentiel qui va certainement être relancé aujourd'hui, y compris parce que le contexte international, elle va nous le dire, se débloque avec notamment l'élection américaine. C'est aujourd'hui la directrice de la Fondation européenne pour le climat. Donc, on est vraiment très heureux, en ouverture, d'avoir ces quelques mots de notre amie Laurence Tubiana. Bonjour, je suis contente de participer, même de loin, à cet événement de Climate Change, votre rendez-vous de 2020, et de mesurer avec vous le chemin parcouru par les acteurs non gouvernementaux dans la lutte contre le changement climatique. Cette année 2020 a été particulièrement bouleversée. Après des années, il faut le dire, assez difficiles du point de vue de l'action climatique, en particulier depuis le départ des États-Unis de l'accord de Paris. Nous avons eu à être confrontés à vraiment beaucoup d'obstacles sur le plan politique. La décision de l'administration Trump a évidemment entraîné d'autres pays à plutôt vouloir bloquer l'action. Je pense au Brésil, bien sûr, je pense à l'Australie et à bien d'autres. Et du coup, ces vents négatifs ont bloqué beaucoup le climat comme important dans l'agenda politique international, notamment au niveau des gouvernements. Mais pendant ce temps-là, l'action des villes, des régions, des entreprises, des investisseurs, elle n'a pas fléchi. Et c'est au fond ça qui est très important, c'est de voir que quelles que soient les décisions qu'ont prises ces gouvernements à des moments particuliers, la conviction des citoyens, la conviction des autorités locales, les entreprises, tout le monde a pensé
de ce côté de la société qu'il fallait continuer l'action. Et du coup, même si en 2019, on n'a pas vu les stabilisations espérées du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, 2020 va être une année un peu exceptionnelle et liée essentiellement à la crise de la demande et la paralysie économique de la crise sanitaire, il est quand même, il faut noter que 2020 devait être l'année du pic des émissions mondiales et nous n'en sommes évidemment pas là. Alors, bien sûr, il y a aussi des choses importantes qui se sont passées. Notamment parce que depuis 2 ans, peut-être un peu avant, quand on regarde certains pays qui avaient pris des engagements pour aller vers des émissions net zéro à 2050, qui maintenant devient un peu la bannière de ralliement de toute une série d'acteurs, aller vraiment, c'est-à-dire vraiment inscrire dans les faits, dans les plans, dans les stratégies, les objectifs globaux de l'accord de Paris. Et dans les 2 dernières années, on a vu notamment cette année en 2020, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de banques. C'est encore un peu loin pour les institutions internationales, mais j'espère que ça va venir. Qui d'ailleurs, largement entraînés et poussés par un secrétaire général des Nations Unies particulièrement actif sur le climat, se sont décidés à mettre en avant leurs plans à long terme en 2050, pour la plupart d'entre eux, certaines entreprises en 2030, pour aller vers la neutralité carbone. Et surtout, ce qui est le plus important, de décrire comment ils allaient y arriver à cette neutralité carbone, avec quel changement de modèle économique. Beaucoup de villes l'ont fait aussi, et je dois dire, en voyant bien clairement quelles étaient au fond les choses qu'il fallait faire en matière de mobilité, évidemment, se passer progressivement de la voiture privée, ou en tout cas, et certainement du moteur à explosion. On en voit maintenant les dernières années, certainement faire de la place aux mobilités douces, surveiller vraiment la pollution de l'air comme un facteur évidemment très, très marquant pour à la fois les inégalités sociales, la santé publique collective, mais aussi rechercher maintenant à l'électricité renouvelable, de vraiment penser que c'est ça le pari de demain. Il est aussi maintenant tellement compétitif avec les autres énergies. C'est aussi se demander si en matière agricole et alimentaire, il ne faut pas changer quand même le cours des choses, à la fois sur le modèle de la consommation de ce que nous, citoyens, consommons, mais aussi de la manière dont ces produits agricoles et alimentaires sont produits, et avec quelles techniques, car l'agriculture et l'alimentation sont aussi un gros foyer d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a plein de choses qui se sont passées depuis ces 3 années, avec une bannière qui me paraît vraiment motivante, qui est plus claire, qui dit, ben voilà, il faut nous aussi qu'on mette en œuvre les accords de Paris, et ça veut dire être neutre en carbone en 2050 ou très, très peu de temps après, et d'avoir des actions qui, en 2025, en 2030, aillent dans la bonne direction. Et donc, il me semble, c'est que cette action des acteurs non gouvernementaux, et en particulier des collectivités locales, je trouve aujourd'hui ce mouvement dans l'économie réelle aussi des entreprises et des investisseurs qui au fond se sont passés de l'activité des gouvernements pendant un bon moment. C'est le moment de se rejoindre. Alors, il faut reconnaître que de toute façon, dès 2019 et particulièrement en 2020, l'Union européenne a vraiment réaffirmé son orientation en matière de politique publique vers le pacte vert, le Green Deal, qui se fixe cet objectif de neutralité carbone en 2050. Et à la suite de l'Union européenne, la Chine, on l'a vu en septembre, a annoncé son objectif de neutralité carbone pour 2060, suivi très vite finalement par la Corée du Sud et le Japon. Et on voit maintenant de plus en plus de pays, j'ai vu aujourd'hui même les annonces de la Colombie pour proposer une nouvelle contribution nationale beaucoup plus ambitieuse pour 2030, le Costa Rica, plusieurs pays latino-américains, peut-être l'Afrique du Sud demain, tout cela s'engage dans une ambition renouvelée. Et donc c'est le moment en 2020, c'est pour ça que votre regroupement, votre réunion est si importante, c'est le moment où il faut que l'économie réelle rejoigne l'action des gouvernements et fasse pression sur eux. Il faut que tous les efforts engrangés, notamment les contributions nationales qui devront être présentées l'année prochaine à Glasgow, lors de la COP26, il faut que ces contributions nationales intègrent tous ces efforts, toutes ces avancées
qui sont faites par les acteurs non gouvernementaux et que ça se traduise dans ces plans climat plus ambitieux, à la fois pour 2030, mais aussi pour cette neutralité carbone en 2050. Donc, vous voyez, c'est un moment crucial pour que les acteurs non gouvernementaux non seulement prennent des engagements, décrivent leurs plans, montrent quelle société zéro carbone ils veulent construire, mais aussi qu'ils fassent pression sur les gouvernements pour que ce soit intégré dans toutes les dimensions de la politique publique. Donc, tout le monde compte sur vous, c'est vraiment le moment de profiter de ce momentum politique qui se reconstruit. Les étoiles sont en train de s'aligner de nouveau, comme pour Paris en 2015. Il ne faut pas rater ce moment, il ne faut pas rater cette opportunité. Merci. Merci à Laurence Tubiana pour ce mot de mobilisation. Et c'est vrai que Laurence a toujours porté aussi la reconnaissance du rôle des acteurs non étatiques, parce qu'il est vrai qu'au final, au-delà des cadres nationaux très importants et des stratégies des gouvernements, y compris en termes de financement, c'est bien la réalité de l'action menée, faite par les élus locaux, par les entreprises, qui sont les émissions ou les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Le rapport Climate Change, tous les ans, est un rapport d'abord qui balaye la totalité de l'action faite. Alors évidemment, sans parler des millions d'actions, milliers d'actions qui sont menées, mais en essayant d'en sélectionner des représentatives, de voir les signaux faibles d'évolution. C'est ce que nous faisons tous les ans. Mais la particularité cette année, c'est que nous n'avons évidemment pas pu nous limiter aux évolutions quantifiés, mesurés de 2019. Généralement, ce sont des chiffres que nous obtenons à la fin du printemps, mais il était absolument nécessaire d'intégrer aussi cette crise sanitaire majeure qui a bouleversé le cadre, y compris le cadre des émissions. Donc, nous avons deux chiffres à analyser. Un premier chiffre, et ça fait écho à ce que disait Laurence Tubiana, qui est le chiffre d'évolution des émissions dans un cadre normal, pourrait-on dire, celui de 2019, plus 0,6%, c'est moins qu'en 2018 et qu'en 2017. C'est évidemment encore trop, mais je le rappelle, les scientifiques du GIEC ont toujours dit que le pic d'émissions devait justement être en 2020. Donc, est-ce que c'était la dernière année d'augmentation en 2019? Nous ne pouvons évidemment pas le savoir. En tout cas, 2020 sera une année de chute forte des émissions, puisque que ce soit le programme des Nations Unies pour l'environnement ou notre partenaire Enerdata, tout le monde s'attend, du fait de la crise, à une baisse sensible de ces émissions. Ce qui fait que notre rapport, cette année, en plus d'être un panorama de tout ce qui a été réalisé dans le monde à travers la sélection d'actions caractéristiques et l'analyse des tendances, à partir d'une somme de rapports que nous synthétisons, c'est à la fois de voir quels étaient les signaux faibles de l'année 2019 et quelles ont été les conséquences de la crise. Sur les signaux faibles, je laisserai Amaury Parel et Antoine Gillot revenir tout à l'heure plus en détail, mais globalement, nous étions dans la suite de ce que nous avions déjà noté dans nos rapports de 2017 et 2018 sur le fait qu'il y a une baisse de la production de CO2 liée à la production électrique avec le développement des énergies renouvelables, qu'il y avait, nous l'avions vu l'année dernière, un plafonnement de la vente de voitures neuves, ce qui était un élément intéressant. Nous avons, notamment dans le rapport 2018, insisté sur la montée en puissance des mobilisations citoyennes, y compris sur le côté juridique de leur mobilisation, et nous avions aussi malheureusement plus que constater les échecs, les retards dans les politiques de lutte contre les déforestations. Donc ça, ce sont les tendances de fond, les tendances lentes sur lesquelles nous avons mené nos analyses ces dernières années. Mais il y a donc, sur la crise du Covid, plusieurs points qui nous semblaient importants en introduction de souligner, qui ont été accélérés par cette crise du Covid, mais en lien avec ces tendances de fond que nous analysons chaque année. Tout d'abord, la restructuration capitalistique du secteur de l'énergie est un point qui nous semble tout à fait essentiel à souligner. Avec la crise du Covid, mais c'était lié évidemment au développement des énergies renouvelables dans les années précédentes et leur compétitivité économique de plus en plus forte, la baisse en tout cas de la demande de pétrole, dans un contexte aussi de guerre économique entre l'Arabie saoudite et la Russie notamment,
a entraîné à la fois une dépréciation très forte en termes capitalistes d'un certain nombre de majors du pétrole, 87 milliards de dépréciation d'actifs rien que pour les grandes compagnies pétrolières européennes et un bond de capitalisation pour des entreprises du secteur du renouvelable. L'exemple qu'on prend toujours, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, nous avons une entreprise américaine qui est Nexera aux États-Unis, qui est une entreprise du renouvelable dont la capitalisation boursière a bondi au point de dépasser Exxon, une major pétrolière. Cette évolution économique est un point très important, accéléré probablement par la baisse du prix du pétrole cette année, qui n'est peut-être que conjoncturelle, mais en tout cas qui amène à se poser des questions sur le retour sur investissement, sur des investissements de long terme, sur la production pétrolière. Ça, c'est un point extrêmement important, mais Amaury y reviendra plus en détail. Deuxième point sur lequel nous voulions revenir, c'est les évolutions très rapides dans cette crise du Covid des mobilités. Et notamment, la capacité qu'ont eu les collectivités, on en a des centaines d'exemples à travers le monde, de développer très rapidement pendant la crise une offre de transport doux. Par exemple, l'organisation, nous l'avons vu à Paris, mais c'est le cas partout dans le monde, de pistes cyclables, une action très très rapide sur l'espace public pour permettre ce développement des mobilités douces, y compris la meilleure prise en compte des déplacements piétons. C'est lié à la pression évidemment de la crise et aussi à la désaffection des transports publics, mais c'est permis par le fait que cette culture de la mobilité douce est montée ces dernières années. Ça nous semble aussi un point très, très important. À l'inverse, nous restons évidemment inquiets sur l'avenir du transport public avec un risque santé qui a été évidemment souligné en contexte de pandémie, et puis une désorganisation économique, pas seulement pour le transport public des grandes villes occidentales, mais aussi le transport collectif privé, notamment en Afrique, a beaucoup souffert. Donc là, il y a une déstabilisation économique. Troisième point sur lequel nous voulions insister, alors ces 4 points ne sont évidemment pas exhaustifs de tout ce que vous retrouvez dans le rapport, c'est quand même cette montée croissante de l'action climat dans le domaine juridique. Nous avions, il y a quelques années, par exemple, mis en évidence ce qui s'était passé en Colombie avec une condamnation de l'État pour son inaction sur la forêt, ce qui a donné cette année le pacte de Laetitia l'année dernière, parce que nous essayons de suivre aussi l'impact de ces décisions judiciaires dans la durée. Cette année, beaucoup de décisions juridiques en faveur du climat. Vous avez vu, évidemment, il y a quelques jours, la condamnation de la France suite à l'action de la collectivité locale de la ville de Grande-Synthe, mais c'est aussi sur l'aéroport d'Israël bloqué parce que son développement semblait incompatible avec les objectifs climat britanniques, mais aussi des actions de même type, ça on le dit moins, en Inde par exemple, donc c'est une action mondiale. Et enfin, dernier point, pour conclure sur ces éléments clés de l'année écoulée, des années 2019-2020, c'est que pour nous, Climate Change, l'action climatique va de pair avec l'agenda des objectifs de développement durable. Climat et développement vont ensemble, on ne pourra pas atteindre les objectifs de l'un sans l'autre. À ce niveau-là, c'est une année très inquiétante avec cette crise économique majeure, le recul d'indicateurs socio-économiques clés, notamment liés à la pauvreté. Ça a évidemment des conséquences sur la vie de beaucoup de populations. Ça a des conséquences sur le climat. Pour prendre un seul exemple, c'est le fait qu'on voit bien que l'accès à l'énergie décarbonée, aux renouvelables, notamment dans des logiques d'off-grid, y compris dans l'habitat informel en Afrique par exemple, a beaucoup cette année été réduit. Et on voit par exemple aussi remonter la pression sur les bois de cuisson, sur les bois de chauffage, et donc un risque de déforestation. C'est un exemple de ces indicateurs économiques qui se sont dégradés. Derrière, est-ce que, y compris les budgets du développement nécessaires à l'action climat seront menacés dans la durée? C'est aussi une des questions que nous pouvons nous poser. Donc, 4 messages un peu en chapeau, un peu transversaux, mais la force de notre rapport, c'est d'abord l'analyse précise sectorielle. Et à ce niveau-là, je vais laisser maintenant Amaury et Antoine vous présenter secteur par secteur les grands enseignements que nous tirons de ce bilan,
en les remerciant encore pour leur investissement et en vous rappelant la difficulté de cette journée, qui est que ce rapport, c'est plusieurs centaines de pages, bien évidemment, et qu'il s'agit de les résumer en une vingtaine de minutes, ce qui n'est pas le plus facile, mais vous aurez tout le temps après d'aller lire le rapport dont la valeur est d'abord le grand panel, la grande diversité des actions qu'il présente et des analyses qu'il développe. Merci Ronan. Je m'appelle Amaury Parel, donc je coordonne les activités de l'Observatoire. Et là, on vous propose désormais un rapide aperçu par secteur des tendances d'action que nous suivons. Premièrement, dans l'énergie et la production d'électricité, après une hausse des émissions en 2018, une baisse en 2019, grâce en premier lieu à une croissance modérée de l'économie et de la demande d'électricité, et en second lieu, au recul historique du charbon. Ce dernier, en 2020, pendant la crise, a surtout été impacté, puisqu'il a absorbé la chute de la consommation d'électricité, tandis que les renouvelables, elles, ont bénéficié d'un accès prioritaire au réseau et des coûts d'exploitation plus faibles. Sur ces 2 dernières années, nous observons une restructuration accélérée du secteur privé, avec d'une part les entreprises du pétrole et gaz qui s'intéressent de plus en plus sérieusement aux renouvelables, bien que ces dernières ne représentent qu'1% de leurs investissements. Et d'un autre côté, les électriciens qui ont fermé pour la première fois plus de centrales à charbon, voire à gaz, qui n'en ont ouvertes. Toutefois, peu d'entre eux intègrent leur stratégie de décarbonation dans leur plan de financement à long terme, et ils sont nombreux à dépasser leur budget carbone à très court terme. Alors, du côté des villes et des régions dans ce secteur, elles développent de multiples moyens pour atteindre le 100% d'énergie renouvelable dans leur mix. C'est un objectif qui a été atteint par 58 villes à l'heure actuelle. Nous, on remarque que les outils contractuels, et notamment les achats directs, semblent désormais être privilégiés face à la remunicipalisation de l'énergie qui est en berne depuis quelques temps. Et enfin, peut-être précisons que la pandémie pourrait grandement affecter l'accès à l'électricité et le déploiement du off-grid dans les pays en développement et notamment en Afrique, alors que l'autoconsommation dans les pays à plus haut revenu continue de croître et ne semble pas souffrir de la crise. Alors sur les transports, la crise a clairement mis un stop à une progression constante des émissions des transports. Du côté du routier, la réduction nette de la demande demeure l'angle mort des stratégies de mobilité. Mais la pandémie a permis tout de même de raviver la réflexion sur la démobilité et sur la densification des services en milieu urbain. Elle a remis aussi en question, bien sûr, le modèle financier des transports en commun, en particulier dans les villes en développement où il est informel et privé. Mais aussi, elle a accéléré un petit peu l'irruption du vélo et de la marche dans les plans de mobilité durable, également un peu partout dans le monde et pas qu'en Europe. Du côté des constructeurs, les gains d'efficacité énergétique de ces derniers continuent à être largement annihilés par la hausse du poids des véhicules et surtout d'une demande croissante des SUV qui ne semblent pas non plus connaître la crise. Du côté des véhicules électriques, eux résistent un petit peu mieux à cette dernière, mais n'atteignent toujours que 3% des ventes et moins d'1% du parc. Sur le rail, nous analysons que l'expansion du réseau ferroviaire mondial en 2019, lui, s'inscrit davantage dans la poursuite de la croissance économique et de l'accès aux ressources stratégiques que dans une volonté de décarboner la mobilité des passagers. Et il est surtout porté par l'extension du réseau chinois. Dans le maritime, le ralentissement de la croissance du commerce international et les efforts réalisés par les acteurs dans ce secteur ont permis de réduire ces émissions en 2018, mais cette crise fragilise le déploiement de 2 stratégies de décarbonation et de dépollution que sont respectivement l'utilisation du gaz naturel liquéfié et l'installation de scrubbers pour réduire les émissions de soufre. Et par ailleurs, ces 2 stratégies s'entrechoquent puisqu'elles ont des impacts négatifs encore peu pris en compte. Et voilà, sur le transport, pour finir avec l'aviation, alors c'est une crise sans précédent que traverse le secteur qui a conduit l'industrie à renégocier les termes du programme de compensation carbone Corsia. L'industrie table pourtant toujours sur un doublement du trafic d'ici 2050, dont elle espère compenser les impacts via l'électricité et les biocarburants. Ce redressement est largement soutenu par les États via des plans de relance les plus conséquents et un recul des taxes prévus. Alors qu'en parallèle, les analystes et les ONG dénoncent un manque flagrant d'alignement avec l'accord de Paris et les actions en justice pourraient être le prochain terrain d'affrontement pour enrayer la trajectoire de la demande, comme le montre l'exemple à Londres. Voilà, dernier secteur pour ma part, le bâtiment. Dans le bâtiment, on voit également une évolution négative de ces émissions puisque ces émissions indirectes et directes réaugmentent depuis peu avec 2% en 2019.
Cette augmentation est due à la croissance de la demande en électricité qui est portée par les appareils et la climatisation. Ici encore, les gains d'efficacité énergétique ne compensent pas cette croissance, ni celle des surfaces habitables. La consommation de plus des bâtiments semble peu affectée par la crise, puisque celle de l'industrie étant compensée par celle des ménages. Par contre, en parallèle, elle menace, comme l'a dit Ronan, l'accès à la cuisson propre dans nombre de pays en développement, dans un contexte où l'habitat formel réaugmente à nouveau. Alors, du côté des bâtiments existants, ils sont soumis à peu d'obligations nationales comme locales. Donc, on observe plutôt les stratégies des villes et des régions pour améliorer leur performance, comme le reporting obligatoire, qui a des succès notables au Japon ou aux États-Unis. En Europe, c'est les services intégrés pour la rénovation à l'échelle locale, ou dit guichet unique, qui s'affirment comme une tendance indéniable et qui devrait être mise à l'échelle par l'Union européenne dans son plan de relance. Et du côté des nouveaux bâtiments, eux bénéficient de davantage de réglementations nationales ou locales. Et là, les collectivités ont recours à différents leviers, obligations, incitations fiscales ou des outils, laissant le choix des moyens. Et enfin, je finirai sur la progression d'une réflexion sur l'usage et la conception, avec l'intégration du changement de comportement ou l'énergie grise dans les certifications, le développement de marchés de matériaux durables et une approche qui se développe du bâtiment adaptative, relancée avec la crise pour anticiper les mutations des pratiques comme le télétravail. Voilà. Bonjour à tous, je suis Antoine Gillot, chargé de recherche pour l'Observatoire Climate Change. Je vais reprendre les secteurs suivants que nous avons étudiés cette année. Donc, tout d'abord, un petit mot sur le secteur de la production d'acier. On a étudié, mais sur lequel on ne va pas s'attarder, parce que c'est un secteur industriel qui a déjà nettement amélioré son efficacité énergétique dans ses procédés de fabrication. Mais la stagnation des progrès ces dernières années laisse entrevoir assez peu de marge d'optimisation, hormis l'introduction de technologies de rupture. Donc, on a notamment étudié le cas de l'introduction de l'hydrogène vert, produit par électrolyse de l'eau dans les processus de fabrication de la filière, notamment les processus électriques. Donc, on vous laisse regarder tout ça à l'intérieur du bilan. Pour ce qui est du secteur textile, qui est un secteur un peu plus dynamique, car en fait, il se trouve un peu dans l'œil du cyclone. C'est un secteur dont on a l'habitude de parler en général sur ses impacts environnementaux, que ce soit en amont de la production, par exemple, pour la quantité d'eau que nécessite la production du coton, ou en aval de la chaîne de valeur pour les déchets textiles qui peuvent être générés par l'industrie de la fast fashion. Alors pourtant, le textile, ça a un impact très important sur les émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 4% des émissions mondiales. Donc, dans ce contexte, on observe que les industriels empruntent majoritairement des pistes individuelles. Alors ça va de la production de coton bio jusqu'au recyclage de vêtements, en passant par les marchés de seconde main. Mais nous pointons également le risque d'effet rebond. C'est-à-dire que produire et consommer mieux ne signifie pas non plus produire et consommer moins, voire bien au contraire. C'est ce que nous indiquons sur les progrès du marché de seconde main qui peut entraîner un élargissement, par exemple, des garde-robes individuelles et donc avoir des effets rebonds négatifs. On a ensuite un secteur qui est très lié, c'est celui du secteur des déchets. Alors là aussi, c'est un secteur qu'on aborde en général sous l'angle environnemental, des nuisances locales notamment, car peu de données permettent de quantifier la production mondiale de gaz à effet de serre de ce secteur. Et puis pourtant, d'après les derniers rapports disponibles, notamment celui de la Banque mondiale en 2018, on comprend que le secteur génère de grandes quantités de gaz à effet de serre, notamment par la dégradation à l'air libre des plastiques, mais surtout et avant tout par les émanations de CO2 générées par la combustion de l'incinération en particulier. Alors, deux événements majeurs ont fortement perturbé les programmes de prévention, de gestion et de recyclage des déchets cette année. C'est la fermeture des frontières chinoises à l'importation des déchets recyclables depuis 2017, qui a notamment souligné les faiblesses des capacités réelles de recyclage dans les pays du Nord. Et puis, c'est également le Covid-19, qui a pu ici et là réhabiliter les plastiques à usage unique au nom de vertus hygiéniques supposées, mais également repousser l'adoption de législations anti-plastique qui, pourtant, ont le vent en poupe sur tous les continents et en particulier en Afrique. Alors, la chute des cours pétroliers, en dernier lieu, a fait baisser le prix des plastiques vierges aux dépens des plastiques recyclés. Ça a fragilisé d'autant plus la rentabilité des programmes de recyclage à l'échelle locale. Donc, vous pourrez découvrir également au sein de l'étude les stratégies de consolidation des capacités locales de traitement des déchets, notamment en Australie, au Canada, mais également les stratégies d'esquive de certains États ou d'entreprises, en particulier pétrochimiques, pour trouver de nouveaux débouchés à leur production de plastique en particulier.
Et donc, j'en viens au dernier secteur que nous avons étudié cette année, qui est un secteur essentiel, celui de l'usage des sols. Essentiel parce qu'il produit énormément d'émissions de gaz à effet de serre, notamment à cause des activités de déforestation. Mais c'est aussi le principal puits de carbone qui permet de séquestrer le carbone dans les sols. Et donc, la situation est extrêmement préoccupante. Pourquoi? Parce que les forêts tropicales n'ont jamais connu de déforestation aussi importante que ces 10 dernières années, avec un pic en particulier en 2018, et puis une intensification des feux de forêt qui a fait la une de tous les journaux depuis un mois et demi. Alors, également, tous les rapports d'avancement convergent pour conclure à la même chose. Toutes les initiatives qui ont été prises depuis la COP 21, c'est-à-dire la déclaration de New York sur les forêts, le challenge de Bonn ou les objectifs d'Aichi, leurs objectifs n'ont pas été atteints, notamment celui de réduire de moitié le rythme de la déforestation en 2020. On a également, on ajoute à ce tableau assez sombre le Covid-19 qui a désorganisé les efforts de protection des forêts avec une recrudescence des coupes illégales, que ce soit dans des pays déjà qualifiés de mauvais élèves comme le Brésil ou même en Indonésie, qui est pourtant parvenu depuis 2015 à inverser un petit peu la tendance en ralentissant le rythme de sa déforestation. Alors, on fait quand même ressortir quelques notes positives, les progrès de la transparence des entreprises pour intégrer les risques financiers dans leur chaîne de valeur, mais également les succès de la gestion communautaire des forêts, des sols qu'on a pu observer en Tanzanie, en Équateur et dans tous les pays riverains de l'Amazonie. Et enfin, effet paradoxal du Covid, c'est l'attention portée sur le concept de One Health, de santé unique, qui plaide notamment la convergence des agendas de Rio, c'est-à-dire sur le climat, la biodiversité et la désertification, parce qu'on a compris que l'affaiblissement de ces trois paramètres concourait à la circulation plus rapide de maladies émergentes, dites zoonotiques, donc qui transmettent des animaux à l'homme. C'est le cas du Covid, mais c'est le cas également d'Ebola et de bien d'autres. Donc voilà pour tout ce que vous pourrez trouver dans cette édition 2020 du bilan de l'action climat de Climate Change. Merci Antoine, merci Amaury. Je vous rappelle que là, c'est une compression d'un rapport, d'un bilan qui est lui-même la synthèse de plusieurs centaines d'autres rapports émis depuis un an ou de données fournies par des acteurs, des entreprises ou des territoires. Donc, faire la synthèse d'un rapport qui est déjà une synthèse, c'est toujours très, très compliqué. Je pense que vous y êtes parfaitement arrivé. Ensuite, tout cela n'a que pour objectif de vous donner envie d'aller sur le site Climate Change, où vous retrouverez évidemment tout ce rapport. Vous retrouverez un résumé pour décideurs d'une vingtaine de pages qui synthétise ce qui vous a été présenté aujourd'hui. Et vous pourrez retourner par la cartographie aussi sur des analyses de secteurs sur certains pays, si vous voulez voir comment, par exemple, la mobilité évolue en Suède ou en Norvège, pour prendre cet exemple, ou la déforestation au Costa Rica. Il suffit d'aller sur le site et vous retrouvez aussi des analyses d'un certain nombre de villes, de leurs stratégies pour réduire leurs émissions. Comme toujours, après cette présentation, il s'agit de la digérer, d'échanger autour des enseignements de ce rapport, donc un rapport de l'action réalisée, comme je le disais, le rapport Saint-Thomas du climat. Et je remercie Juliette Noël, qui est journaliste indépendante, à l'initiative aussi animatrice de la fresque du climat, d'avoir accepté de modérer cette table ronde. C'est toujours compliqué, surtout avec des intervenants qui ont beaucoup de choses à dire, en essayant toujours de rester dans l'analyse du rapport, parce que ce qui compte, c'est à la fin de l'histoire, l'action réellement faite. Donc Juliette, je te laisse la parole. Merci beaucoup Ronan et bonjour à toutes et à toutes pour bienvenue dans cette table ronde qui va être centrée sur la question suivante. La crise sanitaire a-t-elle accéléré ou ralenti, grippé les stratégies climat? Cette table ronde va durer environ 45 minutes. Elle sera suivie d'une session de questions-réponses, des questions qui seront posées par les internautes et qui va durer cette session de questions-réponses environ 10 minutes. Alors tout de suite, je vous présente les différents intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Je commence par Johan Ransquin, qui est directeur adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone à l'ADEME.
Bonjour Johan. Bonjour. Ensuite, Gilles Vermeau-Desroches, qui est directeur du développement durable chez Schneider Electric. Bonjour Gilles, je ne vous vois pas. Ensuite, Steven Edel, qui est conseiller des îles Orkney et porte-parole environnement et économie de la Convention des autorités locales d'Écosse. J'appelle maintenant Anne Barr, qui est coordinatrice des politiques et programmes climat chez Women Engaged for a Common Future. Bonjour. Et enfin, bonjour Anne, et enfin Henri Westman, qui est là, directeur de l'initiative du Deep Decarbonization Pathway à l'IDRI et co-auteur du GIEC sur le rapport 1,5 degrés. Alors, Johan Rosquin, je vais vous poser la première question. Vous représentez ici l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique. Que retenez-vous du bilan sectoriel réalisé par l'Observatoire Climate Change et en quoi fait-il écho avec votre propre expérience sur le terrain, vous qui êtes déjà en train de déployer un large plan de relance suite à la crise sanitaire? Bonjour à tous. Oui, en fait, ce que montre le bilan, c'est que globalement, l'impact de la crise, il est certes variable suivant les secteurs, mais il faut bien reconnaître que malheureusement, c'est globalement négatif pour différentes raisons. La principale étant que les esprits et organisations sont occupés par ailleurs sur d'autres questions, notamment la simple question de la survie économique. Notamment pour les petites structures. Donc c'est quelque chose que dont nous on s'aperçoit, notamment les directions régionales au contact des acteurs. Donc bon, c'est une réalité, c'est une certitude qui est à prendre en compte, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, bien au contraire, ça donne aussi l'opportunité de rebondir et dans un certain nombre de cas, de redémarrer des activités économiques en les inscrivant dans une logique de transition écologique. Donc, vous l'avez dit, pour cela, en fait, l'État met en place notamment le plan de relance. Il se trouve que sur ce plan de relance, sur la totalité du plan de relance, on a à peu près 30% qui sont ciblés sur des actions qui s'inscrivent dans une logique de transition écologique. Et à l'ADEME, donc, on en a à peu près environ 2 milliards qui nous sont confiés, et pour lesquels, à chaque fois, on va se placer dans une logique d'essayer d'inciter à intégrer dans la reprise des activités de certains secteurs qui se sont retrouvés un peu à l'arrêt, une logique vraiment de transition écologique, donc en allant chercher de l'économie d'énergie, en allant chercher s'inscrire dans une logique d'économie circulaire, la mise en place de circuits courts, ça peut concerner le tourisme, ça peut concerner les industries, ça peut concerner beaucoup de choses. Il y a pas mal de sujets, donc bon, je ne vais peut-être pas aller détailler là, sauf si vous souhaitez que j'explique un petit peu les différents secteurs qui existent, mais il va y avoir finalement beaucoup de choses pour accompagner concrètement les acteurs. Il va subsister quand même une petite inquiétude, c'est que pour se placer dans cette stratégie qui consiste finalement à pas repartir dans le monde d'avant, mais à se placer dans cette formidable opportunité qu'on va avoir d'essayer, qu'on a là, d'essayer de repartir dans une logique plus favorable à s'inscrire dans les stratégies bas carbone de la SNBC, ce genre de choses. Il y a néanmoins une petite inquiétude qui est que la plupart des cibles qu'on va viser, en fait là on va les accompagner notamment par exemple pour faire un diagnostic de leur situation actuelle, ensuite d'évaluer quels sont les investissements les plus pertinents qu'elles peuvent faire pour se réorienter et mettre l'accent sur la transition bas carbone. Mais dans tous les cas, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'elles sont pas dans une phase où elles sont facilement capables d'investir. Or, en fait, l'investissement l'aide qu'on apporte n'est pas une aide de financement à 100%. Donc, c'est une petite inquiétude que l'on a à ça, c'est que c'est combien de pourcents? Ça va dépendre des cibles, ça peut varier de 50 jusqu'à 80% maximum. Quand c'est une très grande entreprise, ça va être un peu moins, ça va être plutôt 25-30%. Mais suivant les cibles, ça va être à peu près ces ordres de grandeur-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il reste toujours néanmoins un petit reste à charge.
Donc c'est une petite inquiétude que l'on a. Néanmoins, lorsqu'on discute avec les fédérations qui représentent les acteurs, on s'aperçoit quand même qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant et de se mettre dans une posture positive. Donc on a un certain nombre de cas où il y avait des gens qui étaient déjà dans des logiques d'investissement et qui se disent bon, bah, finalement, je profite de la crise là pour repenser un peu mon activité, repenser mon outil de travail. Et donc, eh ben, allons-y, j'allais faire des investissements, je vais les faire, mais dans ce sens-là, et je vais aller chercher les aides qui figurent dans le plan de relance. Après, on a des cas où malheureusement, bah, il y a des structures qui vont devoir s'arrêter et repartir. Et à ce moment-là, bah, il va y avoir la question de les accompagner pour qu'elles le fassent dans une bonne direction, on va dire. Et puis, après, il y a une mobilisation assez forte de tous les opérateurs de l'État. Donc, on sait également qu'il y a, par exemple, la Banque publique d'investissement qui pourra également apporter des financements. Donc, voilà, l'idée, ça sera d'accompagner à la fois les acteurs en leur donnant ce que nous, ADEME, de notre côté, on peut leur apporter comme financement, et puis en même temps, bah, d'aller les aider à trouver autour les compléments nécessaires à la mise en œuvre de ces actions-là. Donc en effet, il y a un petit coup de frein, on va dire, mais l'idée c'est plutôt de se dire, bah, allez, positivons, repartons, et heureusement on rencontre quand même sur le terrain des gens qui s'inscrivent dans cette logique. Un petit coup de frein, mais néanmoins un budget de 2 milliards que vous n'auriez jamais eu sans la crise sanitaire. Donc ça, c'est positif. C'est extrêmement positif, vous faites bien de le souligner, et puis ça va nous permettre aussi d'approcher des secteurs avec peut-être lesquels on n'avait pas beaucoup l'habitude de travailler. Donc je citais notamment le tourisme tout à l'heure, qui est un secteur sur lequel traditionnellement l'ADEME était peu tournée. Donc on va aussi aller accompagner des restaurateurs, des hôteliers pour se placer dans des logiques de réduction de consommation d'énergie, se tourner vers du tourisme plus local, plus durable, ce genre de choses, jusqu'à des notions de slow tourisme également. Donc voilà, il y a tout ça qui se fait. Mais il y a aussi aider des industriels à décarboner leur outil de production. Voilà, il y a plusieurs outils qu'on utilisait déjà, comme le fonds chaleur, le fonds déchets, qui vont se trouver renforcés par ces budgets. Donc oui, c'est une manne financière extrêmement importante et intéressante pour nous, et c'est très très positif. On n'aurait sans doute pas eu cet argent, vous avez raison, sans cette crise sanitaire. Voilà, donc en fait, on peut conclure une immense opportunité, mais tout reste à faire. Exactement, il y a beaucoup de choses encore à construire, même si voilà, ça a démarré. Donc certaines choses sont déjà en cours, il y a déjà des appels à manifestation d'intérêt lancés sur certains sujets, d'autres à venir. Ça va se décliner sur à peu près 2 ans, quoi. Voilà, très bien, merci beaucoup Johan, on reviendra sans doute vers vous. Alors, on me signale qu'il faut parler plus lentement parce que les traducteurs ont un petit peu de mal. Donc, Gilles Vermaux-Desroches, c'est vers vous que je me tourne maintenant. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur, je l'ai dit tout à l'heure, du développement durable d'une grande entreprise qui travaille dans les domaines de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie. Comment Schneider Electric a-t-elle vécu la crise du Covid et votre expérience et analyse cadre-t-elle avec les grands enseignements du bilan de l'Observatoire que viennent de nous présenter Antoine, Amaury et Ronan? Oui, bonjour, merci. Alors, comment Schneider Electric a vécu la crise? De différentes manières. Premièrement, l'entreprise est présente sur tous les continents, dans tous les pays, donc elle le vit de manière cyclique. Les 2 premiers marchés de Schneider Electric dans le monde sont la Chine et les États-Unis, l'Europe à peu près de la même manière. Donc on voit comment depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, l'entreprise voit les vagues successives avancer. Premier sujet. Deuxième sujet, avec un management très réparti sur tous les continents, Schneider avait l'habitude du management numérique. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de surprise dans notre manière de fonctionner, dans lequel la plupart des collaborateurs de Schneider avaient cette pratique d'équipe multicontinentale, etc. Et donc, on a vu ça. Troisième point, Schneider est très engagé dans le bâtiment, donc on peut considérer qu'il y a une diminution assez forte de l'activité de Schneider liée à la diminution de l'activité de la construction de bâtiments neufs dans plein d'endroits dans le monde. Et en même temps, une augmentation assez forte de l'activité de Schneider sur des besoins essentiels. On peut dire qu'au moment où nous réfléchissions aux objectifs du développement durable pour les prochaines 5 années,
l'entreprise a finalement fait une mue pour présenter son activité building, data center, industrie, dans des secteurs très normés comme ça, pour plutôt réfléchir sur l'impact de ces solutions, par exemple dans les hôpitaux où l'entreprise a été très demandée, pour accompagner l'évolution de ceux-ci, s'assurer que le service de l'électricité était de bon niveau, sûr, pouvait être accru. Idem dans la chaîne, des chaînes de logistique, les chaînes d'approvisionnement de nourriture, ou évidemment sur la question du numérique, le numérique qui est probablement un des plus grands changements qui restera dans cette crise. Chacun d'entre nous peut tout à fait imaginer, quelle que soit sa relation au numérique, que la crise eût été très très différente il y a 30 ans, il y a 20 ans ou même il y a 10 ans. Parce que les outils numériques n'auraient pas permis, j'allais dire les rencontres privées qu'ils ont permis, le contact que ça a continué de donner, la capacité d'assurer des services à distance et l'organisation qui, même si pour beaucoup a été problématique, s'est trouvée bien changée par le numérique, au point de se dire que il n'y aura pas de retour arrière et que pour le coup, sur ce sujet-là, c'est probablement un avantage sur le climat. On pose souvent la question du numérique avec l'environnement. C'est peut-être un travail que, à l'avenir, nos études devront plus pousser, puisqu'il est souvent, dès qu'on parle de numérique, question de ses conséquences d'émissions. Il n'empêche que le numérique d'IoT, c'est-à-dire je ne parle pas du numérique de TikTok, de Netflix et d'ailleurs, où chacun des citoyens devrait, surtout lorsqu'il est très engagé pour sa planète, comme le sont les jeunes, réfléchir à l'usage qu'il fait du numérique et peut-être être un peu plus responsable dans celle-ci. Mais pour ce qui est du numérique d'IoT, c'est-à-dire celui du pilotage du bâtiment, du réseau, des infrastructures, qui représente entre 5 et 10% des usages du numérique, on peut considérer que cette crise l'a fortement accru et va permettre de bien comprendre en quoi c'est un apport à une plus grande efficience de consommation, d'organisation. Et donc, en ce sens-là, il y a une accélération. Moi, je vois deux autres, et une dernière accélération, c'est vrai chez Schneider, c'est vrai partout, et on le voit chez nos clients. Les incentives pays par pays vont contribuer à les faire. Ça s'exprime différemment dans tous les pays, mais la logique du local est quelque chose qui existe fort dans tous les pays. C'est la logique que la France la pousse et on trouve plutôt bien qu'elle la pousse. Quand les États-Unis la poussent avec les mots de Trump, on trouve que c'est plutôt malvenu de les pousser comme ça. Mais tous les pays, tous les continents ont cette logique que chacun d'entre nous préfère manger local, être dans une logique plus circulaire avec sa consommation, y compris l'énergie, etc. Et on voit là une grande démarche dans laquelle Schneider s'était engagé depuis longtemps dans le multi-hub, c'est-à-dire plus de 80% de notre offre est produite dans le continent où elle est consommée. L'occasion de ne pas avoir les difficultés de chaîne d'approvisionnement qu'il y a pu avoir au niveau mondial récemment, et puis l'occasion aussi d'accroître cette dimension d'une présence locale. Et ça, précisément, ça s'est accéléré, ça, précisément Non, mais précisément, cette réalité de Schneider d'avoir des centres de production partout dans le monde pour être industriel partout dans le monde, puisque nos produits servent à la transition électrique et digitale. Et pour nos clients industriels ou utilities, il y a toujours un avantage d'acheter ce type de produit à quelqu'un qui est localement industriel, c'est-à-dire qui a moins de chances de partir très vite. Et donc, on était dans cette logique avec 200 usines qui sont présentes dans plus de 90 pays, des centres de logistique partout. C'est sûr qu'elle ne sera pas réduite et qu'elle sera augmentée. Et que l'engagement, car ce qui me marque, et c'est intéressant parce qu'entre mon collègue de l'ADEME et moi, on ne parle peut-être pas exactement de la même phase et pas du même type d'entreprise. Je suis d'accord pour dire que sur le quotidien des 6 derniers mois, il y a une certaine sidération d'organisation des entreprises qui fait qu'elles ne sont pas amenées à progresser comme on le voudrait. Mais on peut repérer un certain nombre de progrès et un immense problème. Le progrès qu'on peut repérer, qui est d'ailleurs cohérent avec ce qui est mis dans ce rapport, c'est que au niveau mondial, jamais les entreprises n'ont pris autant d'engagement carbone. La Climate Week qui a eu lieu en septembre strictement de manière digitale a vu
bon nombre d'entreprises accroître leur engagement carbone. L'initiative connue d'un certain nombre d'entre vous qui s'appelle SBTI, dans lequel des entreprises disent leur engagement et reçoivent l'analyse de ceux-ci pour savoir si elles sont dans une dynamique de l'accord de Paris 1,5 ou 2 degrés ou pas. Plus de 1000 entreprises y sont allées. Aujourd'hui, plus de 341 sont 1,5. Je pense que il y a à peu près un an, c'est-à-dire peu de temps finalement avant la crise, moins du tiers du nombre d'entreprises était dans cette logique-là. Et ça, vous pensez que c'est la crise sanitaire qui a accéléré ce mouvement? Oui, je pense que tous les sondages qui montrent que les citoyens, et on a des sondages de différents pays dans le monde, ne considèrent pas dans cette crise qu'il faut réduire l'engagement sur le climat, mais qu'au contraire, c'est un sujet qui dure et sur lequel il faut être plus présent, plus armé et plus important. Donc, premier point, je trouve que les entreprises accroissent leur engagement. Il y a deux bonnes nouvelles dans cet accroissement. Quand on regarde, pour moi, la mobilisation des entreprises, au fond, quand on regarde le développement durable et les 3000 grandes entreprises mondiales, entre 2000 et 2020, le grand sujet a été d'accroître sa mobilisation et ses process sur l'ensemble du spectre ESG. Et moi, j'associe toujours les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. On ne sauvera pas la planète sans sauver les populations, et en particulier les plus pauvres. Et donc, il y a eu tous ces process dans le scope 1 et 2 qu'on utilise dans le bilan carbone, mais surtout les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance, etc. D'accord. Donc ça, il me semble que les deux grandes tendances devant nous, la première, c'est d'embarquer nos fournisseurs. Ouais. Et donc, quand on parle du scope 1, 2, 3 de l'entreprise, on voit bien que nous n'arriverons pas à la neutralité carbone qu'annoncent de plus en plus ces entreprises si elles ne le font pas avec leurs fournisseurs. De même que la circularité. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se faire du côté des fournisseurs. Et puis, il y a un deuxième mouvement qui sera plus lent, mais probablement plus intéressant, et surtout dans le cadre des actions de climate change, puisqu'on est la plateforme des acteurs non étatiques. Ça sera comment les entreprises demain quittent le discours corporate sur tous ces enjeux pour avoir un discours sur les produits. Comment tous ces enjeux vont venir enrichir la valeur d'un produit parce qu'ils seront moins carbone, parce que dans l'agenda des solutions, cet effort aura été fait. Idem sur les enjeux sociaux. Et je crois que ces deux grandes tendances, celle d'embarquer ses fournisseurs, celle d'embarquer la valeur de ces actions, y compris dans la communication produit, va permettre une sensibilisation des populations. Je rajoute un troisième enjeu qui me paraît clé. Quand on est chez Schneider Electric, on parle du scope 4, c'est-à-dire de comment une entreprise, lorsqu'elle est particulièrement B2B, est un acteur pour réduire les footprints de ses clients. Le scope 4, c'est quelque chose qui n'est pas dans le carbone footprint d'une entreprise, mais lorsque l'on vend, nous, des solutions à nos clients pour qu'ils réduisent leur carbone footprint, ça vaut le coup de le mesurer. Peut-être pour dire que ceci est bien plus important pour le reste. Je passe la main sur une dernière phrase qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, mais dont je pense que chacun d'entre nous, on devrait mettre ce sujet au top de nos questions. Le grand changement de cette crise, c'est que définitivement, les pauvres sur la planète sont des jeunes. Et que quand on a l'habitude de parler de la pauvreté, quand on a l'habitude de parler de la relégation, on imagine toujours un certain type de population. Aujourd'hui, 1,8 milliard d'habitants de la planète a entre 15 et 25 ans. 1 sur 6 qui était au travail au début de la pandémie a perdu son travail. En France, le niveau de pauvreté des moins de 30 ans a doublé. Et donc, je pense qu'il y a une immense question qui est qu'est-ce qu'on fait auprès de cette jeunesse, parce que l'enjeu climatique moyen terme est clé. Okay. Mais si à très court terme, on n'a pas fait quelque chose là, on a là un travail pour notre observatoire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup effectivement d'élargir le débat à cette question qui ne touche pas exactement le domaine des entreprises. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard. Mais il touche centralement le domaine des entreprises, mais nous y viendrons plus tard. Oui. Donc, je vais quitter justement ce monde des entreprises et me tourner vers Steven Edel, qui est donc, vous êtes porte-parole de la Convention des autorités locales d'Écosse. Je voudrais vous poser la même question. En quoi la crise du Covid a-t-elle impacté votre objectif d'une transition juste vers la neutralité carbone? Steven.
Thank you very much. Where Yes. are you? Merci beaucoup. Alors, pour commencer, je vais commencer à parler de notre situation avant la crise pour l'Écosse. Alors, il y a une capitale sociale avec des ambitions de mitiger les effets sur le climat. Et donc, nous avons des éoliennes pour l'énergie. Nous stockons cette énergie. Nous mesurons l'efficacité également de nos énergies et j'espère que nous aurons la possibilité de vous montrer ce que nous faisons lors de la COP26 l'année prochaine. Alors, avant la crise, donc, nos priorités dans notre association étaient de pouvoir atteindre le net zéro en émissions carbone. C'est un objectif à long terme, mais il est clair que les défis avec la crise du Covid-19 a été changé et donc il est certain qu'en conjonction avec la situation, il a été difficile de maintenir les objectifs et l'économie circulaire, l'efficacité en termes d'écologie. En fait, ça a fonctionné dans certains domaines. Il est clair que la crise et que l'impact économique qui va avoir lieu sera discuté par les autorités locales et on va envisager des solutions. Donc, par rapport à comment s'adapter, on va continuer à faire la même chose, mais il va falloir mettre l'accent sur certaines priorités. Pour atteindre le net zéro en 2050, 2025, pardon. Et donc, il y a une ambition accrue qui sera nécessaire pour accélérer les choses. Par rapport au changement de façon de penser par rapport à l'environnement et les décisions politiques par rapport à atteindre le net zéro, il faut regarder quelles sont les bonnes valeurs. C'est un argument économique par rapport aux choix que nous allons poursuivre. Et il faut bien sûr évaluer le risque climatique. Il faut voir le prix, du moins le prix des choses pour nos ambitions. Nous avons réalisé que cela va demander de se concentrer davantage sur les transports, par exemple, le secteur de l'énergie. Vous l'avez souligné dans la présentation, c'est avec un cœur lourd que je vous parle. Je viens d'une ville de 25 000 âmes et donc il nous faudra travailler ensemble pour vraiment que ces problèmes, ces objectifs deviennent des priorités. Et les gouvernements locaux, bien entendu, jouent un rôle très important, crucial. Il faut travailler avec les gouvernements pour changer les choses et avancer. Et le gouvernement a renouvelé sa stratégie par rapport à l'environnement. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir continuer à avoir une influence sur ces décisions. Alors, par rapport au rapport, il faut améliorer encore, accroître tout le suivi des émissions. Il faut pouvoir conseiller les personnes et mettre ces perspectives dans les mains de nos gouvernements. Nous pensons que le plan de relance profitera aux futures générations et que le rôle clé est il faut voir comment nous dépensons, comment nous régulons, comment nous conseillons les personnes. C'est très difficile en ce moment, mais voilà, c'est essentiel à la relance.
Donc, il y a différentes opportunités. Il faut être audacieux et nous pensons qu'ainsi, avec les bonnes priorités, les bonnes valeurs, en connaissant les bonnes valeurs, eh bien, nous pourrons atteindre le succès et nous pourrons regarder les indicateurs financiers, économiques. Et en réfléchissant à certains messages du rapport, eh bien, je pense que je suis assez optimiste avec le soutien de Climate Change, les actions qui ont été mises en place également. Eh bien, je pense qu'on peut reconnaître la valeur de ce qui existe que nous avons dans nos mains. Steven, merci beaucoup. Vous pourriez, Thank you very much. vous pourriez nous donner peut-être des exemples? Vous avez parlé de transport. Est-ce qu'en Écosse, il y a eu une accélération du déploiement des mobilités douces, par exemple? Et est-ce que les autorités locales ont joué sur ce point ou un autre? Oui, je vais répondre. Donc, par rapport aux véhicules électriques, par exemple, les autorités locales ont bien fourni des zones de recharge, par exemple, des bornes. Ils ont mis cela en place. Et par rapport au transport public, ils ont travaillé dessus également. Donc, il y a des actions immédiates qui ont été prises durant la crise. Ils ont essayé de maintenir les transports publics déjà présents malgré la réduction de 80% de l'utilisation des transports qui est encore à cette date vraie. Donc, nous reconnaissons qu'il y a différents domaines où la crise a changé, a eu plus d'impact en fait sur les choses et les événements. Donc, il y a les partenaires, les fournisseurs qui ont dû s'adapter également. Et dans certains quartiers, il y a des conseils, des personnes peuvent se regrouper et suggérer des choses, se regrouper. Donc, il y aura un impact sur l'investissement des citoyens. Of citizens, yeah. Des citoyens, oui. D'accord, merci beaucoup Steven. On reviendra peut-être vers vous pour parler de la COP éventuellement plus tard, de la COP 26 qui va être organisée à Glasgow. Anne Barr, je me tourne vers vous. La mission de votre ONG est de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. La pandémie a-t-elle eu un impact sur la place, le rôle et le droit des femmes, et a-t-elle encore creusé les inégalités entre les sexes en termes notamment d'accès à l'éducation? Alors j'ai bien conscience que la question est très vaste et que la réponse va énormément dépendre des régions du monde, mais je vous laisse la parole pour essayer d'éclaircir un peu ce point. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Je suis ravie de pouvoir faire partie de ce panel. Effectivement, notre ONG travaille beaucoup sur le terrain avec des organisations dans tous les pays et travaille également à l'échelle mondiale en tant que membre de la coalition Women and Gender Constituency qui représente les femmes et l'égalité de genre dans la Convention climatique en tant qu'observateur officiel. Donc, ceci nous donne vraiment cette vision à la fois locale, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle WECF et moi en particulier, je fais partie du conseil d'administration de Climate Change parce que cette action locale, elle nous paraît absolument fondamentale. Et nous voyons en même temps ce qui se passe à l'échelle globale et nous faisons remonter notre expérience. Donc, je dirais que oui, cette crise a creusé énormément les égalités de genre et je pense qu'il y a eu déjà beaucoup de rapports sur ce sujet-là, beaucoup d'appels, d'alertes même d'organisations féministes pour dire que cette crise du Covid avait été une source de violence extrêmement
forte et une augmentation des violences domestiques à cause justement de l'arrêt des possibilités de se déplacer et des confinements, mais également une source de perte de revenus extrêmement importante pour toutes les personnes qui se trouvent dans l'économie informelle. Et donc, je pense que ça, c'est un des premiers éléments qu'il faut bien noter, c'est que effectivement, les jeunes sont frappés de plein fouet par cette crise parce que les jeunes représentent une très grande partie de la population mondiale et en particulier dans les pays en voie de développement. Mais les femmes également sont frappées par cette crise parce que bien souvent, et en particulier dans les pays en voie de développement, elles sont dans l'économie informelle. Or, les réponses que les États ont apportées à la crise de Covid-19 se sont concentrées sur l'économie formelle. Et je peux donner un exemple d'un projet que nous menons au Maroc et de liens que nous avons avec nos partenaires au Maroc, où on voit que des femmes qui sont productrices d'argan et de produits agricoles ou de plantes aromatiques dans le sud du Maroc, qui sont organisées en coopérative par exemple, n'ont pas pu accéder aux aides offertes par le gouvernement marocain du fait qu'elles n'ont pas de couverture sociale en tant que salariées, elles n'ont pas un statut de salarié, elles n'ont pas non plus de protection sociale privée. Et donc, ce sont des personnes qui pourtant contribuent de manière très forte à l'économie de leur région, mais sont totalement isolées et totalement dépourvues de revenus aujourd'hui parce qu'elles ne peuvent pas vendre leurs produits, elles ne peuvent pas non plus accéder à des aides. Et justement, pour faire le lien avec l'action climatique, eh bien, très souvent, il y a un potentiel fort, par exemple dans la transition énergétique, dans des secteurs économiques qui sont informels, comme la transformation de produits alimentaires. Et là, eh bien, l'aide qui pourrait être apportée vers une transition énergétique forte dans ces secteurs-là fait clairement défaut. Et donc, même si on voit aujourd'hui que certains pays essayent d'intégrer dans leur réponse économique à la crise de Covid, leur action climatique et leur feuille de route climatique, eh bien, il me semble que ce point-là de comment intégrer l'économie informelle, comment intégrer les personnes qui jouent un rôle fondamental dans cette économie informelle et qui pourraient participer de manière très forte à l'action climatique dans tous les pays, ce volet-là, je pense, n'est pas couvert aujourd'hui. Je voudrais aussi cependant apporter des éléments d'information sur ce qui se passe sur le terrain, indépendamment de ce que des gouvernements ou d'autres structures peuvent apporter comme aide. Nous voyons, nous, dans les réseaux d'ONG avec lesquels nous travaillons, tous les réseaux féministes, une action qui se coordonne et qui est très solidaire, extrêmement solidaire et qui se structure, notamment au sein même de la société civile. Par exemple, dès les débuts de la crise de Covid, des centaines d'organisations féministes ont monté une plateforme d'entraide solidaire afin de se tenir informées des difficultés que les personnes rencontraient dans leur pays, éventuellement des violations des droits humains, mais également des actions d'entraide et de solidarité qui avaient lieu. Et cette plateforme s'appelle la réponse féministe au Covid-19. Et pour moi, c'est un exemple vraiment essentiel de ce que justement la société civile est capable de mettre en place en tant qu'action de résilience et action de solidarité à l'échelle globale, puisque vraiment ce sont des acteurs de terrain, mais en même temps qui se connectent d'un pays à l'autre et sur toute l'échelle mondiale. Et puis enfin, pour donner un dernier exemple, je dirais d'action concrète climatique qui a pu être freinée par la crise de Covid. Je ne sais pas si vous savez, mais WSCF, dans le cadre de notre travail avec la constituante Femmes et Genre de la CNUC, met en place chaque année
une valorisation des initiatives genre et climat à travers un prix. Et au sein des lauréates de ce prix, nous avons en particulier une initiative technologique extrêmement importante dont l'impact est très fort qui se passe en Inde. C'est une technologie de collecte de l'eau de pluie qui permet d'éviter des inondations pendant la période de mousson et qui permet en même temps d'assurer une irrigation pendant les périodes sèches. Eh bien, notre partenaire est lauréate avec laquelle nous avons été en contact très régulièrement puisque WSCF a vraiment organisé des appels très réguliers avec toutes les lauréates. Eh bien, elle a pu témoigner du fait que son organisation, pendant l'ensemble de la crise Covid et encore aujourd'hui, n'a pas pu mettre en place toutes les installations de ces systèmes en raison malheureusement des contraintes, le confinement empêchant les déplacements et en raison aussi de la crise terrible de famine et la crise économique qui existe aujourd'hui en Inde. Donc là, on voit bien que l'action climatique est freinée puisque ces solutions permettent à des régions qui sont extrêmement impactées par le changement climatique de retrouver une résilience climatique très forte et l'action de notre partenaire sur le terrain a véritablement été freinée. Mais là, il y a quand même un message très positif enchâssé entre deux mauvaises nouvelles qui d'ailleurs rejoint un des enseignements du bilan de l'Observatoire, qui est une forte mobilisation citoyenne et une forte mobilisation des ONG et plus de solidarité sur le terrain. Absolument, oui. Je dirais qu'effectivement, le témoignage de cette solidarité nous a donné beaucoup d'espoir et je pense que ça a aidé énormément de personnes sur le terrain qui sont confrontées quand même à des conflits armés, à des violences extrêmes, à s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un message positif, on peut le dire. Cependant, il me semble qu'on doit rester conscient du fait et de la violence avec laquelle les personnes sur le terrain, et en particulier les femmes, sont touchées aujourd'hui. Et je pense que dans l'action climatique, il est absolument essentiel de se rendre compte à quel point ces acteurs et ces actrices de terrain sont essentiels, sont des pivots fondamentaux de la résilience en cas de crise, que ce soit une crise climatique, une crise sanitaire, une crise économique. Et aujourd'hui, ça doit être un enseignement vraiment important pour réorienter nos politiques climatiques et s'assurer que justement cette action de la société civile à l'échelle locale et cette action notamment des organisations de femmes soit davantage soutenue, soit davantage intégrée dans les politiques climatiques. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elle ne l'est pas suffisamment. On ne se rend pas compte à quel point cette inclusion permettrait de transformer l'impact de nos politiques climatiques avec notamment beaucoup plus d'investissement dans justement une transition vers une production plus durable, par exemple, qui intègre les productions réalisées par les femmes dans l'économie informelle. Voilà, ça pourrait être un exemple. Évidemment, je pourrais en donner des milliers d'autres, mais je pense que mon temps d'intervention ne suffirait pas à cela. Ok, bon. Mais dommage parce que c'est extrêmement intéressant et qu'effectivement le rôle des femmes est primordial dans la transition et aussi, vous n'en avez pas parlé, mais j'imagine l'accès à l'éducation a dû être un petit peu freiné. Oui, alors, absolument. Si vous voulez, si j'ai encore un peu de temps pour poursuivre, dans ce cas très volontiers. Une minute. Voilà, oui, au Cameroun, par exemple, une des lauréates nous a parlé de ce problème terrible de l'accès à l'éducation, des enfants qui effectivement se sont retrouvés confinés, mais les parents devant essayer de survivre n'ont pas du tout pu s'occuper de les aider à poursuivre leur éducation. Évidemment, sans aucune connexion Internet, il était impossible pour ces enfants d'accéder
un contenu éducatif ou pédagogique. Et là, effectivement, pour la jeunesse, c'est extrêmement inquiétant parce que ce sont des enfants déscolarisés et des familles qui sont dans l'incapacité de les aider. Et je pense que c'est le constat qu'on peut faire dans le Sud, mais à mon avis dans le Nord également, en fonction des différentes classes sociales et des populations, on retrouve ce problème très fortement. Merci beaucoup, Anne. Et effectivement, ça donne un éclairage sur les conséquences sociales, économiques, qui est tout à fait primordial, puisqu'il ne faut pas non. Voilà, le problème, c'est que quand on se concentre sur des secteurs comme le bâtiment, les transports, on peut en oublier un peu tout cet aspect qui est tout aussi important et que met très bien également en valeur le bilan. Henri Westman, je me tourne vers vous. Durant les échanges que nous avons eus pour préparer cette table ronde, vous avez insisté sur les effets ambivalents à court terme de la crise qu'il ne fallait pas confondre avec les effets à long terme. Donc, en tant que coordinateur d'un projet international de décarbonisation, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette crise à date, aujourd'hui, et quelle est votre analyse du bilan de l'Observatoire Climate Change? Merci beaucoup. Et déjà, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter l'équipe de Climate Change et les remercier, parce que je pense que l'analyse qu'ils mettent sur la table avec ce rapport est extrêmement éclairante, extrêmement concrète, et permet d'illustrer des points qui sont effectivement fondamentaux si on veut remettre la crise dans le contexte de la transformation plus fondamentale dont on est en train de parler pour le climat. Donc il y a un enjeu effectivement de se dire que de toute façon, 2020, c'est une année extraordinaire à tous les sens du terme, c'est une année extraordinaire pour l'action climatique. L'enjeu fondamental, qui est un peu la question qui est posée par le rapport, c'est de se demander dans quelle mesure ce qui s'est passé cette année va permettre d'accélérer ou au contraire va permettre de ralentir les transformations radicales dont on est en train de parler. Donc pour ça, on a besoin de prendre un pas de recul, ce qui est un peu compliqué par rapport à la situation qui nous force à avoir le nez dans le court terme. Mais si on veut évaluer ce qui se passe par rapport à la perspective climatique, par exemple, on a besoin de prendre un pas de recul et de se demander quels sont les effets à plus long terme, puisque évidemment, ce dont on parle, l'objectif, c'est d'essayer de construire une société qui, à l'échelle mondiale, est neutre en carbone à l'horizon du milieu du siècle. Donc, on a besoin de se demander quels sont les enjeux que cette crise révèle par rapport, non pas aux tendances de très court terme. On sait que les émissions de gaz à effet de serre vont décroître en 2020, on le sait. Mais c'est sous l'effet d'une réduction de la demande, ça a été dit par Laurence Tubiana très clairement, et on le sait très bien, mais ce n'est pas du tout le type de transformation dont qu'on se doit d'imaginer si on veut aller vers la neutralité carbone, parce qu'on a besoin d'imaginer des transformations radicales qui nous permettent d'aligner les objectifs de réduction avec des transformations désirables du point de vue socio-économique. En réfléchissant à la question qui est posée et en regardant un peu le rapport, il y a 4 points, alors je vous rassure, je vais les faire très rapidement, mais il y a 4 points qui me sont venus et qui illustrent très bien l'importance et l'utilité du type d'analyse qui est proposé par Climate Change. La première chose, je pense que la façon de poser la question dans le rapport, en termes de dans quelle mesure ce qui s'est passé pendant la crise va avoir accéléré ou au contraire va avoir été en contradiction avec des tendances, des signaux faibles, je crois que c'est le terme qui est employé dans le rapport, qui sont observés dans la transition, je pense que c'est effectivement fondamental. La crise, elle a révélé certaines transitions qui sont robustes, ou en tout cas qui n'ont pas été affectées négativement par la crise. Elle a même permis de révéler une accélération de certains changements. On a parlé de la mobilité douce, le vélo à Paris, juste pour prendre l'exemple que moi je vois au quotidien. C'est quelque chose qui est effectivement frappant. On a vu des choses sur le développement des énergies renouvelables, donc des choses robustes. Et on voit aussi qu'il y a des composantes de la transition qui étaient en cours et qui montrent certains signes de fragilité. Et la crise révèle cette fragilité. On peut voir que beaucoup des actions, alors pendant la crise, mais aussi des mesures de réaction à la crise et les plans de relance qui sont pris, vont par exemple revenir en arrière sur la sortie progressive du charbon, qui est évidemment à très court terme une solution qui peut paraître pertinente pour résoudre les problématiques d'urgence économique,
dans certains pays, mais qui pose quand même une vraie question, qui est de se demander si à chaque fois qu'on fait face à une difficulté, on se dit que finalement on revient au charbon, ça pose la question de dans quelle mesure la transition qui était plus ou moins engagée et qui doit s'accélérer. Juste pour rappel, je vais prendre pendant 5 secondes ma casquette du GIEC. Le GIEC démontre clairement que si on veut aller vers un objectif compatible avec l'accord de Paris, il faut quasiment complètement sortir du charbon à l'horizon de la moitié du siècle. Donc on parle de ce type de transformation. Si à chaque fois qu'on fait face à une difficulté dans la situation économique, on revient en arrière dans cette transition-là, pour des perspectives de court terme, alors on risque d'avoir des difficultés à atteindre l'objectif. Donc je pense que ce cadrage, cette crise est très révélatrice de ce point de vue-là, des tendances qui sont robustes et des tendances qui sont fragiles, et à se demander comment rendre ces tendances fragiles plus robustes pour permettre d'accompagner la transition. Deuxième point, je pense que ce qu'a révélé cette crise, et là pour le coup j'aurais tendance à dire que ça va plutôt dans le sens de la transition climat, ça a révélé la fragilité de certains modèles économiques. On a vu qu'on a des modèles économiques, notamment ceux qui sont assis sur les modèles les plus conventionnels autour des énergies fossiles, finalement sont relativement fragiles face à des perturbations du fonctionnement économique qu'on a connu de ces dernières décennies, ce qui souligne le besoin de transformation radicale. Et on parle bien de transformation radicale. Donc il y a un enjeu de se demander comment accompagner ces transitions-là et comment construire un futur qui va nous permettre de se mettre face qui permettent de mieux faire face à ce type de fragilité. Ce qui pose quand même la question des plans de relance. Alors ça, c'est quand même, ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais c'est quand même l'éléphant dans la pièce. Comment est-ce qu'on fait pour réagir? Qu'est-ce qu'on fait en réaction à cette crise? Et encore une fois, si la réaction à la crise, c'est de revenir à un soutien un petit peu artificiel à des filières dont on sait très bien que si on veut prendre au sérieux la transition climatique, on va avoir besoin d'inventer un nouveau modèle et qu'on finance assez massivement le maintien d'un modèle préexistant, alors on fait face à une contradiction entre la transition telle qu'elle est mise en œuvre aujourd'hui et le type de transformation radicale à considérer. Troisième point, qui est au cœur évidemment des travaux de Climate Change, étant donné ce qu'est l'association, c'est le rôle crucial des acteurs non étatiques dans la transition. Et ça, je pense qu'on l'a vu très clairement. Il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été cités. Je vais pas revenir dessus. Mais on voit que fondamentalement, la transition et la transformation radicale dont on parle, ce n'est pas une transformation qui va être décidée par les États tout seuls. C'est une transformation qui doit être pensée par tous les acteurs. C'est une transformation qui demande une bonne coopération, une bonne collaboration. Et dans ce cadre-là, les acteurs non étatiques, qu'on parle du secteur privé, qu'on parle des collectivités locales, qu'on parle des citoyens, ont un rôle clé à jouer. Et l'enjeu fondamental, ça va être de s'assurer qu'on n'a pas des acteurs qui prennent des mesures les uns à côté des autres. Et ça, c'est peut-être un peu ce qu'on a vu pendant la crise. On a vu les villes qui prenaient des mesures, les entreprises qui essaient de s'adapter, alors plus ou moins bien suivant leur secteur d'activité, leur capacité. Les États qui prenaient des mesures, mais dans quelle mesure est-ce qu'on avait vraiment une capacité de se coordonner? Alors face à l'urgence, c'est peut-être compliqué, mais l'enjeu dont on parle fondamentalement, quand on parle des contributions nationales et des stratégies de long terme qui doivent être construites par les acteurs, c'est de créer des stratégies qui soient cohérentes. Et là, je voudrais juste réagir à quelque chose qui a été mentionné par certains intervenants et qui est effectivement un point important, qui est de voir l'augmentation des engagements pris par les acteurs privés. Alors, on a mentionné les entreprises, donc c'est dans le cadre de cette initiative Science-Based Targets, mais aussi des collectivités locales. Beaucoup prennent des engagements vers la neutralité carbone. Je pense que maintenant, il y a un enjeu fondamental pour ces acteurs-là à passer des engagements à la stratégie. On a besoin que ces acteurs mettent sur la table des stratégies explicites de transformation pour aller vers ces objectifs qui sont effectivement des objectifs ambitieux et de s'assurer de trouver les modalités pour que ces engagements puissent être mis en discussion avec l'ensemble des acteurs, y compris avec les États. Donc, trouver les modalités d'interaction entre les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques notamment. Et dernier point, quelque chose qui a été mentionné par Ronan Dantec et par d'autres intervenants, le lien fondamental entre climat et développement durable au sens large du terme, réduction de la pauvreté. Je pense que cette crise, on l'a déjà dit, je ne vais pas le répéter parce que je pense que là, pour le coup, ça a sauté aux yeux de tout le monde et c'est impossible de l'ignorer. Cette crise, comme beaucoup de crises, mais celle-là particulièrement, c'est un révélateur des inégalités fondamentales dont on parle. Et évidemment que ce n'est pas tout à fait comparable avec ce dont on parle pour le changement climatique, mais ça nous donne quand même un petit aperçu du fait que face à des crises,
Alors là, la crise économique à très court terme, mais la crise climatique, elle ressemble beaucoup, encore une fois, si vous allez voir ce que dit le rapport du GIEC sur le réchauffement global à 1,5 degré, il donne des évaluations extrêmement claires de centaines de millions de personnes qui sont plongées dans la pauvreté en plus dans un réchauffement global à 2 degrés par rapport à 1,5 degré. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle on parle de changement climatique. Ce n'est pas un sujet environnemental, c'est un sujet avant tout de développement, un sujet social. Et je pense que cette crise, c'est un révélateur extrêmement puissant de ce fait. Et ça pointe de façon encore plus importante l'importance de construire des stratégies qui soient des stratégies, pas des stratégies climatiques, qui soient des stratégies de développement. Des stratégies de développement bas carbone et résilientes au changement climatique, mais des stratégies de développement qui intègrent la question de la pauvreté au cœur de la réflexion, parce que c'est la condition pour créer des transformations qui soient désirables et qui soient efficaces. Et donc, j'ai fait mes 4 points, juste pour conclure finalement, pour essayer de répondre, est-ce que finalement on a accéléré ou ralenti? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a fait les deux, évidemment, comme toujours, face à une question compliquée, on a fait un petit peu des deux. Évidemment qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en pause. Alors, le rapport mentionne par exemple les discussions internationales sur le climat. La COP26 qui devait se tenir cette année a été repoussée d'1 année. Il y a tout un ensemble de processus de discussion dans les différents pays qui ont été retardés et mis en difficulté. Mais on a aussi, comme effet indirect de la crise, une accélération extraordinaire. Alors, extraordinaire, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça sera à déterminer dans les prochains mois. Mais de l'agenda, parce qu'avec ces plans de relance, il ne faut pas croire que c'est de l'argent nouveau vraiment qui va arriver. C'est de l'argent qui est dépensé plus vite, qui va être dépensé massivement dans les prochains mois et les prochaines années. Et les décisions qui vont être prises dans le cadre de ces plans de relance vont conditionner extrêmement fortement notre capacité à atteindre des objectifs climatiques, parce qu'on sait que beaucoup des décisions qui sont prises aujourd'hui dans des secteurs aussi intensifs en capital que ceux dont on parle, comme l'énergie, comme l'industrie, comme les transports, les décisions qui sont prises aujourd'hui sont des décisions qui vont conditionner l'évolution du futur. Et donc, il y a vraiment un enjeu fondamental à faire en sorte que les plans de relance soient mieux alignés que ce qu'ils sont aujourd'hui pour s'assurer que la crise puisse déboucher vers la transformation dont on a besoin. Ok, merci beaucoup Henri pour ce vaste et très intéressant panorama. Donc, on va juste conclure avec une question que je vais vous poser à tous et qui ressort des questions des internautes. Et finalement, quels sont les acteurs qui se sont montrés les plus agiles et qui s'en sortent le mieux? Si vous pouvez répondre très rapidement, selon vous, à cette question, et peut-être que vous pouvez aussi répondre, je ne sais pas, parce que je vois Johan Ranska, à qui je vais passer la parole tout de suite, avoir l'air totalement déstabilisé par cette question, mais pourtant, non, c'est simplement que ça paraît pas évident de répondre comme ça. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui figure dans l'intervention, c'est que finalement, ce que ça a montré, c'est qu'il y avait une certaine résilience et capacité d'adaptation à la fois des collectivités territoriales qui ont essayé de mettre en place des nouvelles modalités pour les déplacements, des choses comme ça. Enfin, ça a révélé un certain nombre de choses qui montrent que finalement, on peut aussi faire confiance à la société dans son ensemble pour essayer de s'adapter à ce type de situation particulière, quoi. Donc, à la société civile. Merci, Johan. Je suis désolée. Je vous en prie. Voilà, c'est juste une phrase chacun. Donc, Anne, alors Gilles. Oui, moi, en une phrase, c'est très simple. Je pense que le très, très grand sujet du moment, et probablement que ce deuxième confinement peut y aider, mais je trouve qu'il ne bouge pas tant que ça, c'est de bien se rappeler qu'après le confinement, la parenthèse ne se referme pas et le monde est différent. Et qu'il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas retourner à la normale d'avant, mais il y a aussi toute cette réflexion qui est que, par exemple, on ne travaillera plus jamais comme on a travaillé avant. Le télétravail s'imposera pas à temps plein, mais à temps différé. Ça dit des choses de la construction de la ville, ça dit quelque chose de l'espace du bâtiment tertiaire, du partage d'espace. Ça dit quelque chose, évidemment, à ce moment-là, des efforts qu'on fait pour la réduction des émissions carbone, l'habiter différemment, rentrer intégralement dans un monde circulaire. Et de fait, il faut accepter que dans celui-là, il y a des pans d'activité d'hier qui devront se réformer très vite. Et donc, ça dit aussi quelque chose
d'un effort que tous doivent faire, et les entreprises les premières dans le cadre de la formation. Tout à l'heure, vous m'avez dit en conclusion que la jeunesse, ce n'était pas la question d'entreprise. Si, bien évidemment, parce que la jeunesse, je vais vous dire un truc, je ne renvoie pas à mon bouquin qui s'appelle Le printemps des millennials, il n'y a pas une seule innovation qui a changé le monde qui est née dans la tête de quelqu'un de plus de 30 ans. Si on met tous les moins de 30 ans en difficulté par rapport à leur propre vie, ils n'auront pas l'espace-temps et la sérénité de l'innovation. Et on a un besoin clé de cette génération digitale dans les entreprises, pour les pays, dans les collectivités, pour changer intégralement le mode de faire et pour être à la hauteur du siècle. Je vous rassure, c'est le deuxième sujet. L'effort de formation et surtout se dire qu'on va vivre, habiter autrement et que chaque entreprise doit s'y confronter au plus vite. Je vous rassure, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je passe alors ça roule. Je passe la parole à Anne. Et moi, je dirais que vraiment, cette crise, elle révèle que pour avoir une action climatique efficace, efficiente, on a besoin d'intégrer les ODD dans notre action climatique complètement et de se rendre compte à quel point la reconnaissance des inégalités existantes nous permettra de mettre en œuvre des actions climatiques plus justes et tout simplement plus efficaces. Et je remercie pour cela toute l'équipe de Climate Chance d'avoir intégré cette analyse dans le rapport parce qu'il me semble que c'est absolument fondamental et nous le voyons vraiment à l'échelle locale, à l'échelle des organisations avec lesquelles nous travaillons, que la compréhension de ces ODD et surtout leur mise en œuvre, elle est vraiment à connecter totalement avec l'action climatique. Merci Anne. Donc Steven et Henri, très rapidement un petit mot de conclusion. Steven. Yeah, thank you. For me, it's about lessons learned, and I think Ce sont les leçons à prendre des pratiques et la manière dont la société a fonctionné et de réduire les déplacements. Les leçons à prendre, c'est ce que la pandémie nous a montré, c'est que l'étendue des actions que les gouvernements peuvent prendre en cas d'urgence. Et nous espérons qu'ils vont continuer ce niveau de motivation, ce niveau d'action. D'accord. Donc, OK. Donc, c'est plus finalement de coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques. Merci en tout cas, Steven. Et je passe la parole à Henri. Enfin, très rapidement, je pense que ce que cette crise a montré, c'est qu'on peut changer. En tout cas, pour ceux qui ont les conditions de s'adapter, s'il y a des changements radicaux qui peuvent s'opérer. Et la question maintenant, ce n'est pas de savoir si on va faire face à des changements radicaux, parce qu'on va faire face, les choses vont évoluer. La question, c'est est-ce qu'on veut prendre le contrôle de ce changement ou est-ce qu'on veut le subir? Là, on a été face à une situation où on l'a subi de fait. Quand on parle de changement climatique, on doit se demander pas s'il y aura un changement ou pas, parce qu'on va le subir, le changement climatique. La question, c'est est-ce qu'on veut essayer de maîtriser ce changement, de le contrôler et d'en faire quelque chose de positif en construisant, grâce au prétexte d'une certaine façon du changement climatique qui nous force à penser à long terme, en construisant des dynamiques d'évolution qui permettent d'aligner mieux les différents objectifs. D'accord, donc on peut conclure que la crise du Covid va peut-être accélérer la prise de conscience sur la menace climatique. En tout cas, on peut l'espérer. Ronan, je clôt cette table ronde et je vous repasse la parole. Merci Julienne, merci pour cette animation. C'est toujours difficile quand même les animations en visio, notamment pour réduire les temps de parole des intervenants. C'est encore plus difficile qu'en physique, c'est toujours un challenge. Donc, merci pour cette animation. Moi j'ai trouvé vraiment vos interventions très, très riches, très intéressantes et notamment en écho de ce que disait Henri. Je pense que cette crise, effectivement, est en train de montrer, parce qu'elle déstabilise les systèmes, qu'elle met finalement un peu à nu les fragilités et les robustesses. Elle est en train de nous montrer qu'est-ce qui est vraiment aujourd'hui robuste dans la transition climatique, qu'est-ce qui était fragile et qui, du coup, est remis en cause par tous ceux qui ne veulent pas finalement déstabiliser les sociétés et sont un peu déjà dans la nostalgie du monde d'avant, et que ça va donner au prochain rapport Climate Change des challenges très particuliers, parce que là maintenant, sur les rapports prochains, les 2 prochains rapports,
on verra effectivement qu'est-ce qui a été déstabilisé, qu'est-ce qui a été accéléré, qu'est-ce qui a été fragilisé. Donc moi, je trouve ça effectivement intéressant que le rapport Climate Change, y compris celui de cette année, ne se contente pas de quelques phrases un peu générales sur ça va remobiliser ou ça va démobiliser, mais qu'on essaye de voir, et c'est ce qu'il y a dans les 250 pages que je vous invite à lire, qu'est-ce qui finalement sort fortement conforté. On en a des exemples sur la mobilité urbaine, sur l'énergie. Qu'est-ce qui sort déstabilisé? Et moi, j'ai bien écouté ce qu'a dit Gilles, qui nous a donné pratiquement déjà un bout des thèmes pour le rapport de l'année prochaine à regarder. Moi, j'entends bien sa préoccupation sur les jeunes qu'il exprime avec beaucoup de talent, mais aussi, je pense que la dimension numérique, il faut qu'on trouve les moyens de mieux la jauger et pas se contenter, comme toujours. Le rapport Climate Change a horreur des phrases un peu générales et essaye justement de sortir des pensées toutes faites du climat, et Dieu sait s'il y en a. Donc, je pense que là, on a tout un ensemble d'éléments et qui se verront probablement déjà au premier semestre de l'année prochaine pour savoir si on revient vers le monde d'avant ou si les mutations s'ancrent alors qu'on sort de la crise et des comportements Covid. Et évidemment, moi, on est tous absolument convaincus que le lien avec le développement est absolument central. Ça, c'est quand même un enjeu tout à fait essentiel. Et avec Steven, je pense qu'on va avoir une année très riche jusqu'à la COP à Glasgow, et notamment aussi sur le rôle des collectivités territoriales, qui sont un acteur central, qui avait un peu perdu, je conclurai là-dessus parce qu'on est très en retard, qui avait aussi un peu perdu une partie de son espace politique dans le monde de la COP. Après le semi-échec du dialogue de Talanoa, qui justement devait organiser une meilleure coopération entre les États et les acteurs non étatiques, je pense que la COP était en souffrance, et peut-être que cette crise va aussi nous permettre aux collectivités et aux acteurs non étatiques, ONG, entreprises, de mieux réintervenir dans l'espace de la COP. Et on espère le soutien écossais, on connaît le volontarisme écossais pour nous amener à être au cœur de cette COP. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Et puis, il vous reste simplement à lire les 250 pages du rapport dans les jours qui viennent. Vous pouvez aussi le prendre par chapitre si vous le souhaitez. Je remercie encore toute l'équipe Climate Change, toute l'équipe de l'Observatoire et toute notre équipe. Teresa Ribera, qu'on connaît bien, puisqu'on a travaillé avec elle alors qu'elle était directrice de l'IDRI et qui est aujourd'hui, ce qui n'est pas rien, la ministre espagnole de la transition écologique, nous a fait là aussi le plaisir de nous proposer un mot de conclusion. Donc, je lui donne tout de suite la parole. Teresa Ribera, donc ministre de la Transition écologique du gouvernement espagnol. Les acteurs non étatiques ont joué un rôle clé dans l'action climatique. Et ils doivent continuer à les jouer, même encore plus. Les investisseurs, les villes, les associations. L'opinion publique a besoin de comprendre pourquoi il faut faire et comment faire. Et l'addition de plusieurs rôles dans la vie quotidienne est très importante. Les villes doivent être avant-garde. Ils peuvent jouer un rôle très important pour décarboniser notre consommation d'énergie, notre mobilité et faciliter l'action pour les conforts thermiques bas-carbone. C'est pareil chez les investisseurs. Ils décident quels sont les risques, quelles sont les valeurs où ils veulent faire les paris. Et ils comprennent de plus en plus à quel point il est important de faire attention aux risques climatiques. Et quoi dire des médias? Quoi dire des investisseurs connectés avec les médias pour expliquer quel est leur rôle, pour faire les liens entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on doit avoir pour résister aux effets des changements climatiques, mais aussi décarboner toute notre économie. Finalement, les chercheurs, ce qui aide à comprendre pourquoi il faut faire plus, à quelle vitesse et quels sont les points les plus compliqués. Alors, c'est important de mettre en commun toutes ces connaissances, de faire la liaison parmi les différents acteurs clés dans l'action climatique. Et c'est pour ça que je pense que cette initiative est très, très importante. Et se mettre d'accord de temps en temps pour faire les bilans de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas,
est clé pour améliorer notre capacité de réaction. La pandémie qu'on est en train de vivre, de nous affecter, de nous toucher d'une manière sud-douloureuse, et a montré à quel point il y a des risques avec lesquels on ne veut pas être enfronté. On pense qu'il y a des vulnérabilités, il y a des possibilités de souffrir qu'on doit éviter. Et ça, c'est un point commun avec les changements climatiques, avec les dérèglements climatiques, qui nous montre que la fragilité de l'être humain, qui nous montre à quel point il est important d'être préparé, de bâtir une résilience vis-à-vis les effets qu'on déjà connaît. Et l'histoire qu'on est en train de construire autour de la défense des sociétés et de l'économie face au défi de la Covid nous montre qu'il faut construire une récupération beaucoup plus résiliente, beaucoup plus transformatrice pour empêcher les conséquences des changements des dérèglements climatiques de devenir une réalité qui pourrait coûter une souffrance majeure aux collectifs les plus vulnérables. Merci, merci Teresa, donc ministre de la Transition écologique du gouvernement espagnol et ancienne directrice de l'IDRI avec laquelle on a souvent travaillé. Donc, pour conclure, vous retrouvez évidemment l'ensemble du rapport, l'ensemble de ce bilan avec les bilans sectoriels sur le site Climate Change, disponible en français cette semaine, en anglais la semaine prochaine. Donc, vous pouvez prendre tout le rapport, simplement le résumé pour décideurs ou par bilan sectoriel. Et puis surtout, parce que l'intérêt de notre bilan, c'est vraiment de rentrer dans les détails, vous avez maintenant cette semaine des tables rondes de décryptage des tendances par secteur. Donc, le bâtiment, les transports, l'énergie, le textile, l'acier. Donc, rendez-vous à partir de demain, c'est tous les jours. Il y a un rendez-vous à 11h, un autre à 15h pour ces débats thématiques qui visent donc à répondre plus précisément à la problématique pour chaque secteur étudié. Donc, pour retrouver les liens et le détail de ces tables rondes thématiques autour des bilans sectoriels, c'est sur le site climatechange.org qui est facile à trouver, que la plupart d'entre vous connaissent. On a un léger retard et je remercie notamment les traducteurs pour leur patience. On a quelques minutes de retard. Je remercie encore d'abord Amaury Parel et Antoine Gillot qui sont le socle de l'Observatoire et qui ont réussi, comme tous les ans, à produire en temps et en heure ce bilan. Et les derniers jours sont toujours difficiles, vous l'imaginez, mais aussi donc, le reste de son équipe, de cette équipe Observatoire, Tania Martin-Thomas, Samuel Laval, Ghislain Favé et Aude Valade, et puis toute l'équipe Climate Change, la direction, Romain Crouzet et Florence Le Tarrerie, Virginie Foucault-Rouget, notre directrice de la communication. S'il y a des journalistes présents, ils peuvent évidemment la contacter pour avoir des éléments complémentaires, mais aussi Axel Carvalho, Adèle Quest, Nina Mériguet et Eva Radek, bien sûr, qui a aussi beaucoup investi pour préparer cette journée. Mais je voulais vraiment tous les remercier parce que c'est un énorme travail, et travail qui va continuer toute cette semaine et qui va reprendre après, puisque vous avez déjà noté les commandes pour l'année prochaine. Donc, ce n'est pas seulement un remerciement, c'est déjà un bon courage pour la suite. Donc, merci à tous. Rendez-vous donc pour les tables rondes thématiques qui vont se succéder tout au long de la semaine. Merci bien sûr à nos intervenants de l'après-midi pour leur mise en perspective qui était extrêmement précise et riche, avec une mention spéciale évidemment à notre ami écossais, parce que cette COP à Glasgow sera extrêmement importante. Donc Steven, d'ores et déjà, on se donne rendez-vous à Glasgow, et je pense que tu dois avoir, y compris l'expérience des pubs écossais, donc tu auras quelques adresses à nous fournir, bien évidemment. Et je vous donne donc rendez-vous pour les autres rendez-vous de la semaine et pour d'autres événements Climate Change qui vont se succéder sur l'année 2021. Alors, je n'étais pas en accord parfait, et je conclurai là-dessus, avec mon ami Gilles Vermaux-Desroches. Je pense quand même que les sommets physiques ont encore de l'avenir devant eux, qu'on ne peut pas se contenter d'échanger par visio
sans à un moment échanger autour d'un verre et autour d'un bon repas et d'avoir des échanges, y compris dans les couloirs où justement on invente les solutions de demain. Donc, Climate Change travaille déjà sur ces événements de l'année 2021, mais prenez déjà le temps d'absorber ce rapport qui peut éclairer effectivement les stratégies. Et encore merci à tous nos partenaires et notamment aussi à l'ADEME qui est vraiment un partenaire très très fidèle de Climate Change. Romain, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que je suis à peu près complet? C'est parfait. C'est tout bon. Très bien. Bon, ben, merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous êtes au moins 150 à être passés tout au long de la journée. Et rendez-vous donc pour les autres sessions en visio thématiques tout au long de la semaine. Bonsoir à tous. Merci à tous.